Bonjour à tous, rebonjour. Certains qui étaient déjà dans les sous-sols tout à l'heure et qui sont là encore. Merci à tous d'être là. Merci à Robert Hilbert d'avoir fait la route depuis le sud, depuis Montpellier, le Mas de Gentilly, où il travaille en ce moment. Beaucoup d'entre vous connaissent très bien Robert, mais je vais le présenter quand même vraiment pour peut-être les quelques-uns qui ne le connaissent pas, en quelques mots, et c'est pas facile. Pour le présenter par rapport à l'Institut du monde arabe, Robert a été administrateur ici, à l'Institut du monde arabe, dans les années 1990, sous la présidence de Pisani. Robert a commencé sa carrière de chercheur au Caire, et puis plus spécifiquement ensuite à Héliopolis, une banlieue du Caire, une extension du Caire qui est devenue aujourd'hui une banlieue du Caire. Il a travaillé sous la direction de Lucette Valenzi, qui est ici, sur la ville d'Alexandrie, alors que, nous a-t-il raconté, au départ, il voulait faire une grande thèse 19e, 1er, 20e sur le Caire, et puis Lucette apparemment l'en a détourné, et donc il a travaillé sur Alexandrie. Et Robert Hilbert a donc fait cette grande thèse sur Alexandrie, qui continue de nourrir beaucoup de ses étudiants, et bien au-delà de ses étudiants. Il a travaillé sur les communautés citadines d'Alexandrie. Il a passé 5 ans au Caire, au début des années, fin des années 70, début des années 80, entre l'IFAO, Institut français d'archéologie orientale du Caire, et le CEDEJ. Il a contribué à la création de l'Observatoire urbain du Caire, qui est devenu ensuite, qui a ensuite essaimé tout autour de la Méditerranée. Quand il a été élu ensuite enseignant à l'université d'Aix-en-Provence, il a continué de développer les études urbaines là-bas avec ses étudiants. Dans les années 1990, il a pensé, conçu et fabriqué la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme à Aix-en-Provence, qui est aujourd'hui un grand centre de recherche pour les études méditerranéennes. Et puis dans les années 2000, il a à nouveau pensé, conçu et co-fabriqué l'IMERA, Institut méditerranéen d'études avancées, d'études et de recherche. Il me manque d'études et de recherche, oui, avancées, qui fait partie du réseau des instituts d'études avancées, qui est un réseau non seulement français, mais européen, mais en fait mondial. Voilà, donc vous aurez compris juste en quelques mots qu'il était impossible que Robert Hilbert ne soit pas présent à cette première édition des Rendez-vous de l'Histoire du monde arabe consacrée à la ville. C'était juste pas envisageable. Donc il est là, dans la première demi-journée, et c'est très bien. Il est là donc pour nous parler de ce qui le occupe et le préoccupe depuis presque 40 ans, la question peut-être de la citadinité, c'est-à-dire l'être en ville, la façon d'être en ville ou de ne pas être en ville, la façon de voisiner, de cohabiter, de coexister. Je vais lui laisser la parole tout de suite, mais juste dire quelque chose sur le fait qu'on a parfois tendance à réduire Robert Hilbert à la notion qu'il a évidemment approchée et dont il s'est saisi, qui est cette fameuse question du cosmopolitisme. Il a pris le risque d'employer le mot et il a pris le risque d'essayer d'appliquer le mot aux communautés citadines d'Alexandrie. Et parfois, je le dis, parfois on a tendance à vouloir réduire le travail extrêmement complexe de Robert Hilbert à ce qui serait une espèce de défense des cosmopolitismes dans les villes méditerranéennes. Seuls des gens qui n'ont pas lu Robert Hilbert peuvent dire que c'est un naïf du cosmopolitisme. C'est tout sauf ça. Par contre, la citadinité, oui, c'est vraiment une question qui t'occupe et qui te préoccupe. On est là une petite heure ensemble. Robert va parler une grosse demi-heure, 35, 40 minutes. Ensuite, on va essayer de le couper et on va essayer de lui poser quelques questions s'il nous laisse le micro.
Robert, c'est à toi. Merci beaucoup, Vincent. Et mesdames, messieurs, j'ose dire chers amis, en général et chers collègues, vous savez tous que l'anachronisme est le plus commun et le plus commun des fléaux des historiens. Mais l'anachronisme peut prendre des formes tout à fait inattendues et est très surprenante. Et le simple fait que je sois là aujourd'hui, en ce jour, en cet espace que j'ai connu de très près pendant 7 ou 8 ans, et aujourd'hui, alors que c'est pas exactement ce qui était attendu, donc le simple fait de ma présence ici en ce jour où pourtant j'ai bien envie de me présenter à vous sous mon meilleur jour, ou sous le jour le meilleur possible, j'ai pas l'habitude que ma voix ne porte pas. Donc le simple fait de ma présence ici en ce jour peut être une illustration de ce que j'ai dit, ce que j'ai appelé anachronisme. Alors j'ai évidemment accueilli avec reconnaissance l'invitation à me présenter dans cette salle aujourd'hui, d'autant plus que depuis une bonne quinzaine d'années, j'ai complètement, volontairement, par nécessité et par volonté, choisi un temps qui n'a plus rien à voir avec le temps dense ou un temps de fonctionnement qui n'a plus rien à voir avec le temps dense que même l'académie, le système académique je maintient. Alors, dans ces conditions, les organisateurs de la manifestation, et toi Vincent en premier d'ailleurs, vous avez pris un risque considérable. Parce qu'à peine mon accord donné, que tu m'as arraché sans grosse difficulté, disons-le franchement, j'ai commencé à réfléchir et j'ai pris la mesure du décalage considérable existant entre l'attente qui est la vôtre et dont tu viens de donner l'illustration en résumant mon travail de façon trop importante et tout à fait inadéquate, je pense, parce que je me suis rendu compte du décalage considérable qui existe entre l'attente et la situation présente de ma pensée. En tout cas, je pourrais dire plutôt mouvante de ma pensée. Alors, c'est une simple question de synchronisation, évidemment, et je me suis empressé, ça tu t'en doutes, tu me connais assez, je me suis empressé d'aggraver la situation. Je me suis empressé d'aggraver la situation en masquant par un double masque. Là, je vais avoir du mal quand même, parce qu'il n'y a pas un support de micro, ça serait mieux. Non, quand même, il manquerait plus que ça. Je m'excuse de demander s'il y a un support de micro, mais... Donc j'ai pris un double masque sur l'objet de mon propos et un masque sur le sujet. Alors sur l'objet de mon propos, je l'ai caché sous un titre qui n'était pas celui que j'avais donné au début, qui est Alexandrie Pont-Euxin. Je l'ai caché donc sous un titre qui est un titre monographique, puisqu'en réalité, il ne s'agit pas de parler de deux cas monographiques, mais il s'agit pour moi de présenter en réalité une réflexion et un travail en cours et commencé il y a une dizaine d'années et en cours aujourd'hui, un travail sur les réseaux urbains, plus particulièrement en Méditerranée orientale, mais aussi au-delà, vous allez le voir tout à l'heure. Donc, le sujet portant sur les réseaux urbains et l'objet portant sur les conceptions du monde, portant sur les espaces, sur les acteurs de ces mutations. La question que je me pose est finalement assez simple, et je dirais double. Première question, comment le déplacement, comment fonctionnent les réseaux urbains, comment sont nés les pôles de gravité urbaine, qu'il s'agisse de la Méditerranée ou d'ailleurs, et comment fonctionne leur système d'attraction, on dira la gravité tout simplement. Et deuxième question, qui est le vrai sujet de mon travail actuel, qui rejoint par certains côtés la citadinité, mais qui est, disons, voilée volontairement. Ah, c'est bien. Donc, deuxième question.
Deuxième question, qui est un vrai sujet de mon travail, c'est au fond comment ces déplacements de gravité sociale et économie spatiale, comment le déplacement de ces gravités, de ces interactions spatiales façonne ou ne façonne pas nos conceptions du monde. Parce qu'en fait, au cœur de ma question, au cœur de mon problème, c'est bien les conceptions du monde qu'il est question, qui est le sujet. Alors, vous le voyez là, j'avais, dans la démarche initiale qui a été corrigée, vous allez le voir, et transformée par la nécessité formaliste du diaporama. J'ai voulu rester à jour, donc j'ai fait un diaporama. Mais que le diaporama n'a pas les mêmes logiques qu'une conférence, disons, sans la contrainte de l'image. Donc au départ, j'ai voulu vous présenter une réflexion sur la longue durée, les modèles urbains et le présent, le choc que crée le présent aujourd'hui sur les modèles urbains dans la longue durée. Et je me suis mis en tête de travailler sur le paradigme méditerranéen qui est dominant aujourd'hui. Vous le racontez, vous le rappelez. Ce que je vais faire sans hésiter, parce que c'est un gros travail qui a été fait à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, au départ sous mon impulsion et que nous n'avons pas publié encore, mais que je voulais vous présenter absolument à Paris, je vais le faire. Et puis essayer de comprendre comment ce paradigme urbain a été mis en question, contesté, et finalement, après avoir été contesté, est révisé, et peut être révisé. C'est donc cette révision du système des communautés citadines, je vais y revenir un petit peu en détail, qui m'a semblé important. Raison pour laquelle j'ai placé cette démarche, qui est une démarche, vous l'avez compris, régressive, sous le patronage, j'ai osé, parce que Lucette Valency l'a fait plusieurs fois, donc j'ai osé, sous le patronage d'Italo Calvino et des Villes Invisibles, ce velin que l'on gratte, de revenir au point de départ, d'essayer de décrocher couche par couche, et d'essayer de décrocher couche par couche ce qui est fait notre présent, notre vie quotidienne. Alors ce travail-là de couche par couche, il s'appuie évidemment sur une trame, si pour autant qu'on puisse parler d'une trame. Et cette trame, elle est double. Elle est d'une part la trame d'un travail antérieur, d'un long travail, et là ce travail de référence, c'est évidemment celui qui a été initié par Claude Nicollet et que nous avons mené à bien dans le cadre du programme Mégapôle, et qui en fait a été publié en 2000 et que nous avons continué à gratter dans le cadre d'un programme de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme qui s'appelle CEDIMED et qui, lui, s'est achevé en 2008. Donc c'est un peu ce velin, cette trame-là que je crois nécessaire de rappeler, en reprenant à Claude Nicollet une expression que j'avais pas très bien comprise, que j'avais reprise, mais pas très bien comprise au fond quand il m'en a parlé, quand il l'a lancée, qui est de géographie rétrospective. Donc au fond, c'est quoi cette géographie rétrospective ? C'est ne pas hésiter à s'asseoir fortement sur la très longue durée et d'essayer de revoir la façon dont se visualise, dont se représente le monde des villes et des hommes sur 2000 ans. Pour cela, il faut une autre trame qui n'est pas une trame historiographique comme celle-là, mais qui est une trame géographique. Et évidemment, la trame que j'ai choisie, que nous avons choisie, je dis évidemment parce que pour Claude Nicollet, elle était évidemment, mais vous allez voir pourquoi elle est en fait vraiment modélisable, c'est la trame des échanges et des ports de Méditerranée. Trame des échanges et des ports, j'ai pris là une carte classique des échanges et des ports au XVe siècle, qui nous a permis à ce moment-là, couche par couche, d'essayer de voir comment se constituait la Méditerranée, comment se constituait le système, le paradigme méditerranéen, qui n'est pas le seul, je vais voir tout de suite après pourquoi il faut en remettre. Mais déjà le paradigme méditerranéen, qui est celui qui fonde culturellement la démarche des intellectuels européens, nous avons essayé d'en discerner les couches et donc
nous avons fait apparaître, pour l'instant, 4 composantes et 2 cas de configuration. On est allé au plus bas sur les composantes, en partant de 4 composantes que je vous énumère et que je vais détailler très vite, et qui sont les comptoirs, les vagues migratoires, les empires, les États-nations. Je prends pour base les comptoirs, parce que tous les réseaux urbains maritimes sont dérivés de celui-là. Les comptoirs, vous le voyez, je n'ai pas besoin de détailler, mais j'insiste sur Venise, pas seulement parce que c'est les travaux initiaux de Vincent Lemire, mais aussi à cause du petit livre que j'adore, qui s'appelle « Venise et la sublime porte » de Lucette Valency, qui montre la naissance du despot, mais qui, au fond, permet de comprendre ce despotisme ottoman, je crois, parce qu'il s'accroche sur une trame de tout petits comptoirs qui formeront la trame des villes sur lesquelles le XIXe siècle va s'accrocher. Alors, bien sûr, la deuxième composante, ce sont les vagues migratoires. Les vagues migratoires, elles se succèdent sans interruption entre le deuxième, troisième et le XIVe siècle. Nous n'avons évidemment signalé ici que les plus importantes, les Turkmènes, les Petchénègues, les divers Germains, mais je ne les ai pas précisés, de même que nous n'avons pas précisé les Mongols pour ne pas alourdir la présentation. Alors ces vagues migratoires doublées, mais le détail pas, ça serait à soi seul un sujet, doublées de la trame de base des comptoirs et de la trame des échanges, ont constitué évidemment des empires. Alors des empires, je ne vais pas les empiler, c'est le cas de le dire ici. Tout simplement, nous en avons retenu un comme idéal type. Seule façon de fonctionner ici, c'est d'avoir un idéal type, et j'ai pris l'Empire romain en 200, qui est en réalité le modèle idéal typique de la Méditerranée dominée par un seul empire. Évidemment, c'est plus compliqué, vous allez le voir, vous le savez, mais bien sûr, puisqu'il y a l'Empire russe, il y a l'Empire, on va y venir dans 2 minutes, il y a toute une série d'empires qui sont en concurrence et qui vont évidemment imploser, ça va être l'objet de ma troisième partie, qui vont imploser au XIXe siècle sous forme d'États-nations. En 2008, ce système-là, qui était au départ, je vous rappelle, un système de réseau urbain de comptoirs, de réseau de ports de comptoirs, en 2008, ce réseau a explosé, il était à 24 États. Et encore, je n'ai pas compté les faux États-nations qui datent depuis 2008-2014. Donc nous avons là, au nord de l'Abkhazie, etc., on pourrait s'amuser, on arriverait. Je me suis amusé, on arrive quand même à quelque chose comme 32 États qui se réclament comme États non reconnus autour de la Méditerranée. Donc ce système-là d'États, des couches successives, comptoirs, vagues, empires, États, donne naissance à des configurations selon les périodes. Et là aussi, nous en avons essayé d'en faire apparaître 2, simplement. L'une, c'est l'encerclement, dont le modèle type est évidemment l'Empire romain d'Orient, encerclé par le monde musulman, et attaqué de l'autre côté par le monde barbare. C'est vraiment le système d'encerclement, configuration de base. Configuration suivante étant évidemment le face-à-face. 2 secondes sur ce face-à-face. Évidemment, c'est quelque chose d'essentiel. Vous avez remarqué que Constantinople devient Istanbul, que l'Empire arabe devient l'Empire ottoman. Je ne suis pas rentré dans les couches successives, qui sont les Mongols, etc., Mamelouks, etc. J'ai simplement gardé les 2 points clés, qui sont la Russie d'un côté, l'Empire austro-hongrois de l'autre, avec le dernier siège de Vienne, qui est la situation la plus importante. Et qui, en fait, qui est essentielle parce qu'elle dévoile quelque chose de, me semble-t-il, d'important. C'est évidemment la séparation entre l'Orient et l'Occident qui se définit à partir de là, de ces 2 composantes, que je vous rappelle. L'encerclement et le face-à-face,
qui aboutit logiquement à nous proposer une vision du monde qui est celle d'un Orient que j'ai mis volontairement, et vous vous en doutez que nous avons mis en vert, et celle d'un Occident qui se divise relativement, j'ai sauté une, excusez-moi, qui se divise relativement de façon floue par une ligne que seul un président récent de la République française se trouvant en Turquie peut dire en arrivant au bord des Bosphores que là finit l'Europe et là, de l'autre côté, commence l'Orient. Non. Là ne finit pas l'Europe, là ne commence pas l'Orient. C'est bien pour ça que la flèche, la ligne pointillée ne passe pas, vous le voyez, par l'Orient, par les Dardanelles, et très volontairement se perd dans la mer Noire quelque part. Ce sera l'objectif de mon troisième point. Alors évidemment, j'ai insisté dessus, cela en fait débouche sur une conception du monde contre laquelle je m'inscris. C'est là que je rejoins ta présentation, et contre lequel je crois que tout le monde ici, en tout cas l'Institut du monde arabe s'inscrit, qui est le paradigme du choc des civilisations. Paradigme du choc des civilisations, qui est le texte d'Huntington de 1996, paradigme du choc des civilisations qui en réalité impose une réflexion beaucoup plus poussée. Alors évidemment, cela nous amène à dévoiler le sujet réel de mon exposé, mais je vais revenir à Alexandrie et au Pont-Euxin, parce que le sujet réel, il apparaît ici, c'est que ce choc des civilisations, il renvoie à un schéma extrêmement ancré dans chacun d'entre nous, qui est le schéma d'un Orient et d'un Occident, d'une ligne qui serait née, et là je cite exactement Fernand Braudel dans un entretien qu'il a donné à la fin de sa vie à la télévision française, et que vous trouverez sur les sites de l'INA, qui se trouve sur le site de l'INA, qui se trouve aussi tout simplement sur YouTube, dans le site de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme de Paris, où Fernand Braudel, dans un très long exposé, dit très clairement qu'au fond, l'Orient commence à la distinction violente, c'est l'opposition fondatrice, c'est Lépante en 1571. Et là, on le voit clairement sur cette carte, qui est la carte classique de l'Empire ottoman et des frontières nord de l'Empire ottoman. Cette carte, elle passerait, si vous voulez, Braudel le dit dans cette interview télévisée, le fait d'un geste très simple. Il dit, vous avez une diagonale qui part en fait du Bosphore et qui arrive à la Sicile, qui sépare l'Orient et l'Occident. Sauf que ce schéma-là, il a été, vous le savez, basculé et renversé, et c'est le point qui m'intéresse. Il a été renversé, ce schéma-là, au XIXe et tout particulièrement au tout début du XXe siècle, puisqu'il y a un basculement radical qui, en fait, nous fait passer de la question d'Orient qui était là, question d'Orient jusqu'en 1914, à la question du Proche-Orient. Alors, nous avons là la base même du paradigme méditerranéen et tous les problèmes que ça pose. Ceci étant, il est contestable, il est contesté, et il est évidemment insuffisant. C'est la raison pour laquelle je voulais opposer cette démarche à une vision qui soit une vision beaucoup plus je dirais arabo-centrée, et centrée sur une trame eurasienne. Paradoxalement, à ce que j'ai souvent entendu dire, le schéma méditerranéen n'est pas un schéma historiciste en tant que tel. Je crois que c'est un schéma d'historien, mais le schéma historiciste, ça veut dire qu'il nous renvoie dans l'approche historique, ou chronotopiste. Enfin, il y a des tas de noms qui pourraient servir. La plaque eurasienne, le schéma eurasien, comme conception du monde, renvoie très clairement à l'histoire, et très clairement, explicitement, à l'expansion arabo-musulmane dans sa plus grande expansion, dont là aussi j'ai pris une carte extrêmement classique du califat en 750. Et ce schéma-là,
il est tout à fait fondamental parce il sert de base aujourd'hui à toute une vision du monde stable, nostalgique et stable de ce que devait être, de ce qu'est le monde, ou de ce qu'a été le monde. Sauf que ce schéma-là, cette carte-là, elle dure effectivement du temps, mais elle est immédiatement, presque immédiatement transformée par les événements, et elle va être déstabilisée. Et en fait, tout ce travail n'a d'intérêt que si on la met en route, si on les met en branle les unes contre les autres. En réalité, et cela vous apparaîtra tout de suite, c'est que, en réalité, tous ces schémas sont dépendants des affrontements, des techniques et mécaniques. Là aussi, on a beaucoup travaillé les détails et je n'ai gardé que le schéma de conclusion. Mais on pourrait démarrer avec les transports maritimes arabes autour de la mer Rouge vers l'océan Indien. Et évidemment, tout ce schéma-là, qui est le schéma Orient-Occident, que j'ai pris comme base ici, se transforme à partir de la fin du XVe siècle, à partir de la découverte de l'Amérique, et puis à partir de l'ouverture de la route des Indes de façon continue. L'ouverture de la route des Indes est un point clé sur lequel, que j'aurais dû, je ne l'ai pas mis, mais j'aurais pu rajouter après 1600, un troisième nom, je ne l'ai pas mis pour une raison simple, c'est qu'il m'eût fallu prolonger la ligne rouge qui s'arrête là, il n'y a pas de pointeur, qui s'arrête là au sud de, il vaut mieux pour le temps que je n'ai pas de pointeur d'ailleurs, mais au sud de l'Inde, mais au-delà de Bombay, à partir de 1837, vous le savez, s'ouvre jusqu'en Chine, la Peninsular and Oriental Company, P&O, qui a racheté récemment des transports français et qui continue à exister. Donc la P&O, qui est créée en 1837 et qui est créée pour implanter le commerce britannique jusqu'en Chine. Donc en réalité, ces systèmes-là de mondialisation successive ont déformé complètement le modèle qui était déjà flou au départ, et cela vaut aussi bien pour le modèle méditerranéen que pour le modèle eurasiatique. Et le moteur là-dedans, le moteur là-dedans, c'est évidemment la technique. La technique, puis la machine, puis l'industrialisation. Parce qu'en réalité, cette carte, là rapidement, les points rouges correspondent aussi bien aux ports essentiels sur le commerce de la Compagnie des Indes qu'à des éléments clés pour les bateaux vapeurs à partir du début du XIXe siècle. Alors, l'action des machines, de la machine va devenir absolument cruciale au Moyen-Orient, encore plus qu'ailleurs, à la fin tout au long du XIXe siècle. Et c'est ce que j'ai appelé ligne de faille. J'ai mis faille au singulier, c'est tout à fait volontaire, mais des failles, il y en a des tonnes. Mais il n'y en a qu'une qui est essentielle, c'est celle bien connue du Bagdad-Ban. Là aussi, j'ai pris une carte classique, politique, où l'on retrouve l'ensemble de l'éclatement de l'année 1920, sous l'influence de l'Empire ottoman, sous l'influence de la pénétration allemande et de la pénétration russe et de la pénétration anglaise tout autour du Bagdad-Ban. Et encore, j'ai enlevé là les points clés qui sont aussi les repères pétroliers. Alors, le cœur du problème, donc, le cœur du problème de ces transformations, de ces explosions, le cœur du problème, c'est évidemment l'impérialisme. C'est évidemment l'impérialisme ou le libéralisme. Je ferai attention à ce que je dis là, pour une fois. Ce cœur du problème qui est l'impérialisme et que je n'ai pas résisté au plaisir de repositionner là. J'ai emprunté ce schéma est un schéma qui est emprunté à Jean-Luc Arnaud dans un travail qu'il a fait sur les ports de Méditerranée que j'aurais pu uniquement commenter,
où nous avons pris les offres, la demande et les grandes transformations des ports, et où on s'est rendu compte, ce qui était évident, c'est que ça correspondait aux étapes clés de l'impérialisme. Donc l'étape première, qui est le libre-échange, les années 1840, les années 1860, où on voit une deuxième stabilisation qui correspond en réalité à l'étape de l'endettement. La période donc qui n'apparaît pas, je l'ai fait sauter en le passant en PDF. Libre-échange, endettement. Le troisième étape, concurrence, la deuxième étape, endettement. D'abord, il y a concurrence pour qu'il y ait endettement, conduisant à la faillite et aux faillites. Ce sont les citadins, les édiles, qui le plus souvent ont fait faire les travaux sur place et ont joué et ont bénéficié et joué de cela. Donc, essentiel, le schéma précédent des années 1920 a été précédé tout au long du XIXe siècle par un phénomène double d'endettement, de concurrence et de faillite sur la base de la loi du marché, du libre marché. Ce n'est pas une publicité pour un film récent, mais aboutit en réalité à une mutation radicale des rapports de force à l'intérieur de l'Empire ottoman. De cela, les Ottomans sont évidemment sensibles, conscients dès le 19e, c'est-à-dire dès la première étape atteinte. Ça me renvoie dès les années 1854, puisque le premier atlas ottoman a été publié en 1854. Je l'ai remis là. Il peut se trouver sur demande à la Maison méditerranéenne des sciences humaines sous la forme de 2 DVD. Je l'ai mis là pour signaler qu'on peut l'avoir sans problème. Je signale, il y a un DVD de texte qui est une chronologie pure et simple, et un DVD de cartes, mais je n'ai présenté là que le tableau d'assemblage, qui m'a semblé extrêmement parlant. Ce tableau d'assemblage, il est formidablement intéressant parce que on voit, quand on regarde feuille à feuille, là aussi je ne vous présente que le résultat du travail de couche. Ce travail d'assemblage, il montre que dès les années 1850, 45, c'est publié en 54, ça veut dire dès le début de l'ouverture des marchés, les points clés sont le pays du Caucase, l'Arménie, le Kurdistan, et j'ai rajouté, évidemment, vous vous en doutez, c'est moi qui ai tiré ces flèches, parce qu'en les traits, les pointillés, pour signaler qu'en réalité, quand on regarde carte par carte, les points les plus détaillés, dans la chronologie, cela se retrouve, c'est ce qui se passe du côté de Bagdad, c'est ce qui se passe, mais c'est absolument pas, paradoxalement, finalement, ce qui se passe du côté d'Istanbul. Ça m'a beaucoup frappé en le travaillant. Je m'attendais à un centrage des cartes sur la frontière austro-turque. Or, c'est pas du tout ça. Le centrage des cartes se fait sur le Caucase, sur la région d'Alexandrie et évidemment sur la région, la Mecque, Médine-la Mecque, les extensions ottomanes extérieures. Donc, ils y sont sensibles dès 1854, et cela se voit aussi quand on regarde de près. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour les Ottomans, et c'est très sensible dans l'Atlas, finalement, ce qui compte, ce n'est pas tellement la Méditerranée et ce qui se joue dans le réseau de villes dont j'ai parlé au début, que ce qui se joue entre la zone occidentale et la mer Noire. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai repris cette carte classique, qui est une carte de Méditerranée à la fin de l'époque médiévale, et du monde occidental à la fin de l'époque médiévale, mais que j'ai rajouté évidemment un trait très épais sur le Danube, et j'ai fait apparaître, bien que ce soit un peu anachronique, le Don. En fait, c'est le Dniepr et le Don. Le Don est essentiel par lien. Le canal n'est pas encore ouvert à l'époque. Le canal du Don à la mer d'Azov n'est pas encore ouvert. Mais je maintiens, et l'étude qu'on a menée est essentielle là-dessus, que le Danube
est évidemment le point clé de la démarche ici. Et je continue à me poser la question de savoir si finalement tout ne passait pas pour l'essentiel par ce Danube pour arriver sur Constanza, en mer Noire, de la même façon que du coup, on le verra, il y a là des points de contact qui sont les anciens points de contact, les anciennes routes classiques de la soie, de la fourrure, de l'ambre, etc. Donc je suis certain qu'elles ne sont jamais vraiment effacées. Alors à quoi est dû ce mécanisme qui est là frappant, me semble-t-il, en tout cas qui était déjà sensible chez les premiers cartographes turcs, quand ils ont commencé, ottomans, quand ils ont commencé à se lancer dans l'histoire des atlas. Donc, à quoi est dû ce phénomène ? Je crois que c'est relativement simple. C'est dû à des déplacements de population, et c'est là qu'on est au cœur du titre retenu d'Alexandrie au Pont-d'Oxin, à des déplacements de population à l'intérieur de la Méditerranée sous l'impact des réformes ottomanes. Je vais aller assez vite et c'est assez simple ici, mais il faut quand même impérativement le préciser. C'est l'impact des réformes dites tanzimates qui nous amène à deux, et qui ont été je renvoie là au livre fondateur de Broad and Davis, Chrétiens et Juifs dans l'Empire ottoman, dès 82, qui en fait nous amène d'un côté à un déplacement de population locale, de l'autre côté à des choix nationaux essentiels. Je vais l'appliquer tout de suite et vous allez voir, ça s'illustre facilement. Le déplacement de population locale, c'est ce que Gerasimos avait appelé le bon usage du massacre, dans un très bel article publié dans les Temps modernes, qui portait en réalité sur la naissance du panhellénisme et de la façon dont les Grecs avaient utilisé le philhellénisme et le panhellénisme, avaient utilisé la sympathie européenne pour la lutte nationale grecque pour se valoriser. Donc, cet usage du massacre se maintient jusqu'en 1912, 1913, 1914, les fameuses guerres balkaniques et les déportations qui les liennent, reprennent en 1915 évidemment avec les génocides arméniens, reprennent évidemment en 1916-1923 avec les Grecs pontiques qui ont été victimes des mêmes massacres, puisqu'on a entre 300 et 500 000 victimes recensées selon les sources. Ça, c'est le côté des Levantins, je dirais, que vous avez vers la gauche. Et vers la droite, vous avez le fonctionnement des hommes et des femmes qui ont dû choisir, mais qui avaient les moyens de choisir. Eux, ce sont des négociants. Eux, ils sont intégrés dans le système mondial. Et eux, évidemment, ils vont implanter des succursales, des communautés, et ils vont se déplacer. On va l'illustrer de façon très simple. Première illustration, Première illustration, mais j'ai un peu dépassé. Première illustration, c'est celle de la fixation des communautés paradoxales du fait j'ai pris la carte qui est publiée qui a été le travail de la Fondation Getty en 1913. Et l'analyse qui en est faite, je renvoie sur cela au livre d'Hamid Bozarslan sur la Turquie. Donc, en l'occurrence, la carte qui est là, qui est la carte des communautés religieuses en Macédoine en 1913, à la suite de la deuxième guerre balkanique, est en fait extrêmement intéressante parce qu'elle montre de façon très précise comment, en réalité, l'édit de Gülhane, des fondateurs des Tanzimates, l'édit qui permet en réalité la reconnaissance communautaire, va leur permettre des fixations communautaires, des fixations locales communautaires. Alors ces fixations communautaires, elles vont évidemment se renforcer avec l'évolution des réformes. Lorsque est promulgué le Code du commerce en 1850,
Les échelles du Levant sont mortes, c'est fini. J'ai simplement rappelé par une photo, ce qui est quand même le comble pour moi, qui est complètement mauvaise, parce que c'est une photo du XXe siècle, de la place des Consuls, mais j'ai pris celle-là, parce que j'ai eu la flemme de retrouver. Je n'ai pas retrouvé les bonnes. À l'époque, je ne travaillais pas sur ce genre d'outils. Donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout simplement, les échelles du Levant meurent définitivement au XIXe siècle. L'exemple de la place du Consul. Et on en a un autre exemple, on en a une autre preuve avec les tribunaux mixtes qui sont poussés par la suite des réformes que sont le ATO Maillot de 1856, la réforme essentielle et qui est constitutionnelle, et puis la constitution de la nationalité ottomane en 1869, qui aboutit en réalité à la création des tribunaux mixtes, fixant un nouveau statut des acteurs, c'est-à-dire des acteurs levantins, pour être précis. Acteurs qui doivent impérativement choisir leur camp et qui vont choisir leur camp sans hésiter quand ils le peuvent. Et d'abord vont se déplacer, ce que l'on appelle, ceux qui ont été portés par les années 1830 et le mouvement philhellénique, c'est-à-dire les Grecs, au sens très large, c'est-à-dire au sens de chrétiens d'Orient orthodoxe, mais aussi ceux qui ont la possibilité de réclamer la nationalité grecque. Or, ces Grecs vont se déplacer, et ça j'ai fait tout à fait exprès de remettre une carte, vont se déplacer du Levant à la mer Égée. J'ai fait exprès de mettre une carte de la Grèce antique, parce qu'en réalité, ce que le mouvement philhellène occupe, c'est ni plus ni moins qu'une récupération des terres de la Grèce antique. Donc, j'ai signalé, ils vont du Levant au Pont-Euxin, du Levant au Pont-Euxin, qui est l'ancien empire, l'ancien état d'As, l'extrême province du Pont-Euxin, qui est récupéré au cours du XIXe siècle, par ces communautés qui viennent de Méditerranée et qui vont s'installer en mer Noire. Donc là, vous avez la carte de cette zone qui m'intéresse en ce moment, qui va de Sinope et qui va quasiment jusqu'à la Géorgie et aux frontières arméniennes, évidemment, avec Trébizonde comme point central. Trébizonde que j'ai retenu parce que les archives, j'ai disposé d'archives qui sont par ailleurs disponibles publiquement sur le web. Aux archives de l'Aude, aux archives de l'Hérault, on trouve des... Et que là, on a une bonne illustration avec une famille de commerçants de l'Aude qui s'est installée d'abord à Tunis, puis à Beyrouth, puis à Trébizonde, les Albuis. Et sur cette carte postale qui a été récupérée là, chez eux, vous voyez bien les quartiers grecs, de gréco-ottomans de Trébizonde au XIXe siècle. Et qui vont se transformer très vite, puisque Trébizonde, dès la fin du XIXe siècle, n'est plus ce qu'elle était. Le quartier gréco-ottoman existe toujours, mais il est sur le rebord de la colline, dans l'ombre là. Mais on voit très clairement, même sur cette photo trop pixelisée et pas de très bonne qualité, je m'en excuse, on voit très clairement la création d'une ville moderne avec sa rade, avec sa place centrale, avec sa rue principale et sa place et ses immeubles. Ça pourrait être presque Alexandrie si Alexandrie n'était pas plate comme cette ville. Donc nous avons là un mouvement de population qui est extrêmement important, qui nous amène à des reconfigurations et des réinterrogations. Donc cela m'amènera à une dernière série de remarques. Finalement, quand j'ai d'un côté le schéma méditerranéen, de l'autre côté j'ai le schéma eurasien. J'ai là-dessus des acteurs qui se déplacent. Et couche par couche, qui se déplacent de plus en plus vite, ou qui, au contraire, sont complètement bloqués, enquistés. C'est le cas des communautés religieuses des Balkans. Les communautés religieuses des Balkans sont enquistées sur place. Elles ne pourront plus rien faire. En revanche, les négociants levantins se déplacent. Et ils se déplacent jusqu'en mer Noire. Alors comment repenser tout ça? Est-ce qu'il ne faut pas déplacer? Là, j'ai laissé le pôle exprès, l'arrondi blanc en transparent sur la mer Noire et sur la mer Méditerranée. J'aurais pu l'intégrer, il faut penser à intégrer évidemment l'Orient là-dessus.
mais évidemment, ça pose des problèmes de schéma. Et ça pose une question. Une question qui est au fond la vraie raison de ma présence ici, de mon acceptation de ma présence ici. Et au fond, qu'est-ce qui se passerait si, au lieu de penser en termes méditerranéens, on intégrait clairement et fortement la mer Noire comme un ensemble unique? Donc j'ai pris exprès la carte la plus ancienne depuis la période des colonies doriennes et ioniennes jusqu'au XXe siècle. Et la question qui moi, m'intéresse là et sur laquelle je finis, c'est au fond de bien insister, qu'est-ce qui se passerait? Il se passe tout simplement que, comme par hasard, j'ai d'abord des nombreuses résurgences, redondances, toutes liées à un choc majeur, qui est celui de 1856, la guerre de Crimée, et évidemment, avec un centrage que vous voyez, j'ai le carré rouge que j'ai mis sur le détroit de Kerch bien connu depuis que Poutine l'a franchi récemment, entre la mer d'Azov et l'Ukraine russe, proche de la Géorgie. Donc, que se passe-t-il? Il se passe, premièrement, que je suis obligé de voir ressurgir. Deuxièmement, que le déplacement de mes communautés citadines, de mes groupes de citadins, de négociants, de Levantins, vers la région de Trébizonde, vers la région de la Géorgie, vers la région de Batoumi, m'amène vers un déplacement du centre de gravité vers le Caucase. C'est cette question du Caucase qui me semble importante et qui me pose problème parce qu'elle fait ressurgir, comme par hasard, des routes invisibles, des présences invisibles, des routes estompées, qui m'amènent finalement à m'interroger sur ce palimpseste que j'ai essayé de décrire couche par couche. Avec une très grande difficulté, parce qu'en réalité, le cœur du problème, c'est la porosité entre tous ces systèmes-là. Or, j'ai repris là, tout simplement, la carte de tout à l'heure, Orient-Occident incertain, mais j'y ai rajouté l'influence de la partie eurasienne avec le déplacement, la mise au point, le triangle que vous trouvez à droite. C'est évidemment les capitales de Téhéran, Bagdad et l'ensemble, et la flèche, le trait discontinu qui coupe. Là, c'est pas un hasard, à la hauteur de la Roumanie actuelle, de la Roumanie-Bulgarie actuelle, ce trait discontinu qui coupe l'autre et qui ne passe toujours pas d'ailleurs par Istanbul, qui passe à côté d'Istanbul, mais pas dans Istanbul, nous amène à nous interroger. En fait, c'est la limite de tout ce que je pouvais tenter là sur les... Tu avais dit qu'il faudrait m'arrêter, ça m'arrête. Ça a sonné là, largement. Ça m'amène à m'interroger sur les limites de la géostratégie, quand la géostratégie, on la prend comme par une métaphore de la géophysique. Alors je vous laisse un peu réfléchir, ça 2 secondes, mais pas plus, sur cette carte géologique du monde, de l'univers. La Méditerranée, je vous signale, se trouve complètement à l'extrême droite, en haut. Là, il faudrait vraiment le pointeur. Vous voyez la France, on voit l'Italie, on voit la France, on voit l'Espagne. Ou alors à l'extrême gauche, où on voit complètement en haut à gauche, en clair, là par contre, on voit la mer Noire et on voit la Caspienne et la mer d'Aral. Ça, c'est la limite de la géopolitique. La géopolitique, c'est ce que j'ai un peu essayé de faire très rapidement avec ce modèle, ce prototype que je viens de vous dérouler. Mais ce prototype, il pose des très très gros problèmes. C'est la présence de l'histoire, la porosité historique, ce qui fait que je m'arrêterai en réalité là sur cette porosité. Porosité dont je prendrai un exemple, c'est celui des portes de fer qui, sur le Danube, ont été à l'époque date de l'époque de Trajan, puisque la table de Trajan, la table de Trajan se trouve sur le long des portes de fer, entre le barrage des portes de fer et le point où a été construit beaucoup plus récemment cette statue qui est entre le Seigneur des Anneaux et plutôt les monts Richmond aux États-Unis et les tables des États-Unis, qui est une œuvre récente. Je vous signale, il s'agit de la tête de Dodécabal, qui est le fondateur, le Vercingétorix mythique des Roumains, l'homme qui a tenu tête à Trajan
il en est mort d'ailleurs, et dont la Roumanie contemporaine rechante les mérites. Cette statue a été inaugurée en 2006, je le précise. Elle a été financée par un milliardaire roumain vivant aux États-Unis, et elle porte en bas une inscription en latin, par ironie, disant « C'est Duo de Sabal qui a maintenu et créé la Roumanie moderne ». Intéressant pour la démarche qui est la mienne ici, qui est simplement le fait qu'au fond, il s'agit d'une présence de l'histoire. On revient à la chronotopie. Notre milliardaire roumain est bien un chronotope, un chronutopiste. Il nous réinvente une histoire qui n'existe plus. Alors c'est sur cette utopie que je voulais finir vraiment, voilà, en vous laissant sur un tag du mur de Gaza, des séparations et de la coexistence, qui n'est pas celui le plus connu de Blansky, qui est juste à côté de cette petite fille qui vole par-dessus le mur. Voilà donc en gros ce que j'aurais voulu dire, un peu rapidement, mais je l'ai dit rapidement, mais dans un temps plus long que je n'avais pensé. Mais ça, c'est la faute de la modernisation que vous m'avez imposée. Merci Robert. Problème. Merci beaucoup. On va essayer de prendre peut-être juste une ou deux questions. Vous avez dû comprendre qu'être étudiant de Robert Hilbert, ce n'est pas de tout repos, que ce qui compte pour lui, ce sont plus les questions que les réponses, que ce qui compte pour lui, c'est de comprendre le présent et de convoquer toujours les strates historiques pour comprendre le présent. Et ce qui compte pour lui, c'est de ne jamais s'enfermer dans une spécialité, qu'elle s'appelle Alexandrie ou quelque terrain que ce soit. Est-ce qu'il y a dans la salle peut-être une ou deux questions ou remarques sur l'exposé en plein vent qu'on vient d'entendre? Lucette, à tout seigneur, tout honneur. Merci. Bon, comme d'habitude, Robert Hilbert nous oblige à penser grand, à ne pas rester dans notre petit domaine monographique. Et comme d'habitude, il déplace les lignes. Et puis, comme d'habitude, il fait réfléchir. Alors, dans les modèles que tu as présentés, Robert, on arrive à l'État-nation. Et au présent, je me demande si, en fait, on n'assiste pas à la fin des États-nations en Irak, en Syrie, au Yémen, en Libye. Et on n'a pas encore fini. Première chose. Et puis, dans un autre moment de ton exposé, tu poses la question « Les villes contre l'État ». Et moi, il me semble qu'aujourd'hui, avec la mise en question des États-nations dans une partie du Moyen-Orient, c'est en frappant les villes au cœur, les grandes villes, qu'on détruit l'État. C'est Bagdad, c'est Damas, c'est Alep, etc. Donc, il me semble que tu peux ajouter à tes modèles un 5e point, puisque les nations-États étaient formées le 4e. Tu peux ajouter un 5e point avec un point d'interrogation sur tu vois, c'est ça que j'appelle le déplacement des lignes. C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer qui casse les cartes que tu nous as présentées. Destruction des villes et destruction des États-nations. Vous y avez échappé parce que je l'avais prévu, parce qu'à partir du schéma, je suis totalement d'accord, parce qu'à partir du schéma de dislocation, je voulais faire jouer uniquement dislocation contre enquistement des communautés. Et en fait, quand tu joues l'enquistement des communautés, tu les vois s'opposer immédiatement à l'État, et aujourd'hui, il est clair qu'on a dans la dislocation des États-nations qui ressurgissent. Pour citer exactement Hierasimos, je crois que c'est la phrase de lui dans le texte que j'ai cité tout à l'heure, Stéphane a employé cette phrase que j'ai toujours aimée, qui dit « comme lorsque l'océan se retire, laisse sur le rivage des objets oubliés »,
finalement, dans l'État-nation, on peut dire quelque chose qui se retire et qui laisse sur le rivage des communautés qui se reconstituent autrement. On a donc un nouveau jeu de système. Et je suis évidemment d'accord avec toi. Merci. Et ça renforce encore l'accent sur la région, effectivement, irako-syrienne. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, remarques, interrogations? C'est moi qui m'excuse, mais j'ai été trop long, évidemment. Non, ça a vibré au bout de 40 minutes. Il est 13h. Merci beaucoup, Robert. Bon appétit à tous et à cet après-midi. Merci. Merci à vous.